Je n'ai jamais été du genre à avoir une carrière. J'étais plutôt du type à faire des petits boulots, peu importe ce qui payait les factures. Construction, livraison, même téléprospection pendant quelques semaines désastreuses. C'est comme ça que je suis devenu un johatsu, un déménageur de nuit. Au Japon, les johatsu sont connus comme les évaporés, des gens qui disparaissent sans laisser de traces. Ils veulent un nouveau départ, loin des dettes, des harceleurs, ou simplement du fardeau de la vie qu'ils ont construite. Mais il y a un autre côté à la chose, ceux qui les aident à disparaître. C'était nous. Nous arrivions après la tombée de la nuit, sans lumière, sans bruit. Nous bagagions tout et le quittions comme si rien n'avait jamais été là. Moins nous savions de choses sur les clients, mieux c'était. Pas de vrai nom, pas de questions. Paiement en espèces uniquement. Pour la plupart, les travaux étaient assez simples. Nous aidions des gens à échapper à des relations abusives, à la ruine financière, ou à des affaires douteuses qui avaient mal tourné. Parfois, c'était un peu triste. Des familles silencieuses, des yeux vides, des enfants serrant des jouets alors qu'ils disparaissaient dans la nuit. D'autres fois, c'était presque trop facile. Un appartement vide, des sacs déjà préparés, juste un rapide coup d'œil. J'ai appris à ne pas poser de questions sur ce qui était laissé derrière. Mais pas tous les jobs étaient simples. Certains d'entre eux, j'ai encore des cauchemars à leur sujet. Le premier job, c'était cette femme. Maigre, avec des cheveux en bataille et des yeux fureteurs, comme si elle attendait que quelqu'un fasse irruption à tout moment. Nous avons reçu l'appel tard dans la nuit, comme d'habitude, et quand nous sommes arrivés, elle nous attendait déjà, les bras croisés, comme si c'était la seule chose là maintenant ensemble. Elle ne disait pas grand-chose, nous pressait d'entrer, lançant des coups d'œil par-dessus son épaule à chaque petit bruit, le craquement d'une porte, le vrombissement d'une voiture qui passait. Chaque fois qu'un bruit se faisait entendre, elle gelait, puis murmurait « Dépêche-toi, nous devons aller plus vite. Et sois silencieux, s'il te plaît. » Au début, je pensais que c'était juste un autre cas de quelqu'un qui fuyait un ex abusif, ce qui n'était pas rare pour nous. Mais c'était différent. C'était la manière dont elle regardait par la fenêtre qui commençait à m'inquiéter. Comme si n'importe quel instant, quelqu'un pouvait apparaître. Mon partenaire, Kenji, a essayé de faire une blague pour détendre l'atmosphère. Mais elle l'a juste regardé d'un air effrayé, large-yeux et haïssé. Silence. Une fois que tout était emballé, elle ne s'est même pas déplacée avec nous. Elle nous a juste dit de la retrouver au nouveau endroit, bien loin à la campagne. Elle est partie sans un mot de plus. Notre camionnage a vrombi le long des routes vides pendant ce qui semblait être des heures. Nous nous sommes arrêtés devant cette vieille maison isolée. C'était silencieux, sans lumière, sans signe de vie. Nous avons attendu et attendu, mais elle n'est jamais arrivée. Nous avons appelé son téléphone, laissé des messages vocaux, envoyé des textos, rien. Nous ne savions pas trop quoi faire, alors nous avons fini par décharger ses affaires dans la maison, comme elle nous l'avait dit. À l'aube, nous étions épuisés, confus et plus qu'un peu effrayés. Alors nous sommes partis. Quelques jours plus tard, je ne pouvais pas secouer le sentiment qu'il y avait un problème. Je l'ai cherché par curiosité. Il s'est avéré qu'elle ne fuyait pas seulement un ex. Elle était mêlée au Yakuza. Une balance. On disait qu'elle était sur le point de témoigner contre des gens dangereux. La police soupçonnait qu'elle avait été suivie la nuit où nous l'avons déménagée. Très probablement prise en charge entre son ancienne maison et la nouvelle. C'était effrayant de penser à quel point nous étions proches de la mort. Juste quelques minutes. J'ai essayé de ne pas penser à ce qui serait arrivé si elle avait conduit avec nous. Le deuxième job était dans un vieil immeuble ayant des craquements. Nous avons été appelés pour déménager un homme âgé. Quelqu'un qui semblait appartenir à cet endroit, caché du monde, oublié. Quand il nous a laissés entrer, j'ai su tout de suite que ce ne serait pas un travail normal. L'appartement était rempli d'objets étranges, des choses que je ne pouvais pas nommer, des artefacts qui semblaient antiques. Il y avait des statues avec des visages déformés, des masques avec des yeux vides, des symboles peints sur les murs en rouges et noirs fanés. L'air était lourd, le genre de lourdeur qui alourdit encore plus le corps. Les autres se sont mis au travail, emballant des boîtes, essayant d'enrouler les artefacts aussi délicatement que possible. Mais je ne pouvais pas secouer le sentiment que la pièce me regardait. Puis, alors que je soulevais une boîte, j'ai remarqué une porte de l'autre côté de la pièce que je jurais n'avoir jamais été là auparavant. Elle était juste là, sombre et légèrement entr'ouverte. J'ai regardé autour de moi, mais personne d'autre ne semblait l'avoir remarqué, alors j'y suis allé et j'ai ouvert la porte. À l'intérieur se trouvait une autre pièce, encombrée de plus d'artefacts. Je suis entré, essayant de mieux voir une petite statue étrange couverte de symboles. Mais quand je me suis retourné pour partir, la porte avait disparu. La panique s'est emparée de moi. Je me suis tourné sur place, pensant que je m'étais simplement trompé de chemin.
Mais maintenant il y avait 2 portes sur le mur d'en face. J'ai choisi celle de droite et suis passé seulement pour me retrouver dans une autre pièce, presque identique à la précédente, avec les mêmes étagères poussiéreuses et coins sombres. Les murs semblaient s'étirer et se plier, se tordant de manière illogique. J'ai appelé mes collègues, mais personne n'a répondu. Ma voix résonnait simplement, diminuant de ton jusqu'à ce qu'elle ne ressemble même plus à la mienne. Je marchais plus vite, chaque porte me menant à une autre pièce qui ressemblait à la dernière. C'était comme si l'appartement se dépliait sur lui-même, me piégeant dans une sorte de cauchemar labyrinthique en expansion. Les murs ont commencé à se resserrer, se fermant sur moi, et j'ai commencé à courir. Chaque porte était un cul-de-sac, un miroir de la pièce précédente, rempli de plus de statues, de plus de masques aux yeux vides me regardant. Ma respiration se faisait saccader, et chaque fois que je jetais un œil par-dessus mon épaule, je croyais apercevoir une ombre se déplacer dans mon champ de vision. Plus j'avançais, plus je voyais l'ombre. La tête me faisant face juste au moment où je tournais pour la voir. Mais c'était différent. C'était la manière dont elle regardait par la fenêtre qui commençait à m'inquiéter, comme si n'importe quel instant, quelqu'un pouvait apparaître. Mon partenaire, Kenji, a essayé de faire une blague pour détendre l'atmosphère, mais elle l'a juste regardé d'un air effrayé, largeyeux et haïssé. Silence. Une fois que tout était emballé, elle ne s'est même pas déplacée avec nous. Elle nous a juste dit de la retrouver au nouveau endroit, bien loin à la campagne. Elle est partie sans un mot de plus. Notre camionnage a vrombi le long des routes vides pendant ce qui semblait être des heures. Nous nous sommes arrêtés devant cette vieille maison isolée. C'était silencieux, sans lumière, sans signe de vie. Nous avons attendu, et attendu, mais elle n'est jamais arrivée. Nous avons appelé son téléphone, laissé des messages vocaux, envoyé des textos, rien. Nous ne savions pas trop quoi faire, alors nous avons fini par décharger ses affaires dans la maison, comme elle nous l'avait dit. À l'aube, nous étions épuisés, confus et plus qu'un peu effrayés. Alors nous sommes partis. Quelques jours plus tard, je ne pouvais pas secouer le sentiment qu'il y avait un problème. Je l'ai cherché par curiosité. Il s'est avéré qu'elle ne fuyait pas seulement un ex. Elle était mêlée au Yakuza. Une balance. On disait qu'elle était sur le point de témoigner contre des gens dangereux. La police soupçonnait qu'elle avait été suivie la nuit où nous l'avons déménagée. Très probablement prise en charge entre son ancienne maison et la nouvelle. C'était effrayant de penser à quel point nous étions proches de la mort. Juste quelques minutes. J'ai essayé de ne pas penser à ce qui serait arrivé si elle avait conduit avec nous. Le deuxième job était dans un vieil immeuble ayant des craquements. Un cri a résonné à ma droite, et j'ai vu une porte d'appartement ouverte avec un gaz imposant qui en sortait. Derrière moi, j'ai entendu la mère et le père se précipiter hors de la pièce. J'ai couru devant le gars imposant et dans son appartement. J'ai verrouillé la porte et l'ai entendu frapper contre elle, puis crier en étant déchiqueté. Mes yeux ont parcouru la pièce, et c'est alors que je l'ai vu, un katana suspendu au mur. Je n'ai pas réfléchi, je l'ai saisi. J'ai vérifié la lame, elle était incroyablement émoussée, juste pour montrer. Mais je l'ai gardée quand même. Dehors, les sons de carnage résonnaient à travers les appartements. Cris, grognements, déchirements de chair. J'ai ouvert la fenêtre et aperçu l'échelle de secours. Mais elle ne menait qu'une seule direction, vers le haut. J'ai grimpé. Derrière moi, j'ai entendu la fenêtre se briser alors que la fille sautait après moi. Ses griffes grattèrent le métal alors qu'elle montait, trop rapidement, trop sans relâche. J'ai frappé le katana lorsqu'elle a tenté d'atteindre ma cheville, et cela a touché. Elle a poussé un cri inhumain alors qu'elle tombait, son corps s'écrasant au sol en dessous. J'ai regardé en bas et vu son corps. Sa moitié inférieure était tordue vers l'arrière, sa tête éclatée et ses bras tordus dans des angles anormaux. Mais elle continuait à bouger, rampante, essayant de revenir au bâtiment. Et j'ai continué à grimper. J'ai atteint le toit et me suis effondré. Mais seulement pour un moment. Je me suis précipité vers la porte du toit et m'y suis collé. J'ai perdu la notion du temps. Chaque pas, chaque virage me menait plus profondément dans ce labyrinthe de pièces. J'ai crié, frappé contre les murs. Et tout le temps, l'ombre se rapprochait. L'air devenait plus lourd, étouffant. Ma poitrine se serrait. L'ombre commençait à devenir plus sombre, plus détaillée. Comme si elle se formait lentement en quelque chose de solide. J'ai commencé à sentir quelque chose de pourri, comme de la vieille viande provenant du souffle d'un animal. J'étais épuisé et sur le point d'abandonner complètement, de laisser arriver ce qui devait arriver. Mais alors, j'ai vu une faible lumière à travers une porte devant moi. J'ai filé vers elle, trébuchant presque sur mes propres pieds, en poussant la porte et en titubant de retour vers la pièce principale. Je me suis retourné, m'attendant à voir le labyrinthe tordu derrière moi. Mais ce n'était qu'un mur. La porte avait disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Tout était exactement comme c'était lorsque je suis entré dans le labyrinthe du cauchemar. Le temps n'avait pas passé une seule seconde pendant mon absence. Un mois plus tard,
nous avons commencé à travailler sur le complexe de Fujimoto Danshi. C'était la dernière fois que je travaillais comme Johatsu. Nous avons été appelés tard dans un vieil immeuble en décomposition, du genre à n'avoir pas vu une nouvelle couche de peinture depuis sa construction. La famille qui nous avait engagés était étrange, même selon nos standards. Le père a ouvert la porte. Grand, maigre comme une tige, et pâle comme un cadavre. Sa peau semblait translucide, presque bleutée à la lumière tamisée du couloir, et il ne souriait pas. Il a juste hoché la tête une fois et nous a fait signe d'entrer. La mère n'était pas mieux, silencieuse, nous observant avec de sombres yeux cernés, comme si elle n'avait pas dormi depuis des jours. Tous deux semblaient retenir quelque chose, comme si nous interrompions un moment privé. Mais évitez la pièce au bout du couloir. Jusqu'à la toute fin, a dit le père, sa voix froide et lointaine. Nous n'avons pas posé de questions. Nous ne le faisions jamais. Nous avons juste hoché la tête et nous sommes mis au travail. L'appartement était immense, plus grand que tout ce que j'avais vu en ville. De hauts plafonds, des parquets anciens, d'épaisses rideaux en velours qui bloquaient toute la lumière. On avait l'impression d'entrer dans un autre siècle. En avançant dans l'endroit, en chargeant le camion de vieux meubles et de boîtes, la sensation que quelque chose clochait ne cessait de grandir. L'air à l'intérieur était vicié, chargé d'une odeur de poussière et de quelque chose d'autre, quelque chose de pourri. Le père planait près de l'arrière de l'appartement, nous observant avec ses yeux enhardis et enfoncés, tandis que la mère disparaissait dans la pièce au bout du couloir, nous laissant presque seuls. 1 heure a passé, et nous étions presque finis. Il ne restait qu'une pièce, celle qu'il nous avait dit d'éviter. Nous venions juste de commencer à empaqueter les dernières boîtes quand Riku a grimacé. Je l'ai regardé et l'ai vu s'accrocher la main. Il s'était coupé avec un clou sur l'une des vieilles caisses que nous déplacions. « Tu vas bien ?» ai-je demandé, gardant ma voix basse. Riku a hoché la tête. Puis le père est réapparu, pâle et silencieux. Il a jeté un coup d'œil à la petite pile de boîtes restantes, puis vers la porte au bout du couloir. « C'est l'heure », a-t-il dit, et sans un mot de plus, il a ouvert la porte de la pièce interdite. Une jeune fille est sortie, à peine une adolescente selon son apparence, avec une peau aussi pâle que celle de ses parents. Ses cheveux tombaient mollement autour de ses épaules, et ses yeux étaient anormaux, trop grands, trop sombres. Elle bougeait comme si elle était à moitié endormie, jusqu'à ce qu'elle sente quelque chose dans l'air. La petite fille s'est figée au milieu d'un pas, sa tête se tournant vers Riku. Ses yeux se sont fixés sur sa main, et quelque chose de primal, quelque chose de sauvage a traversé son visage. C'était si rapide que je l'ai à peine enregistré, mais j'ai vu ses narines s'élargir. Puis elle a attaqué. C'était comme un flou, un éclair de peau pâle et de dents. Elle a plongé sur Riku, plantant ses dents dans son cou avant qu'aucun de nous ait pu réagir. Le cri qui a jailli de lui était comme rien de ce que j'avais jamais entendu. Nous étions tous figés pendant une demi-seconde, trop stupéfaits pour bouger. Au moment où nous nous sommes ressaisis, Riku était déjà affalé sur le sol, et la moitié de son cou avait disparu. Les yeux du père se sont écarquillés brièvement, puis se sont apaisés. Oh non, la fille n'avait pas fini. Elle s'est penchée sur Riku, et quand elle a relevé la tête, ses yeux brûlaient de quelque chose de féroce, quelque chose d'inhumain. Puis elle s'est dirigée vers le prochain gars, Yasu. Yasu a couru vers la porte avant, la petite fille le poursuivant. La mère est apparue dans l'embrasure maintenant, les yeux écarquillés de panique. Izumi. Mais la mère n'allait pas avoir le contrôle sur sa fille désormais devenue sauvage. En fait, elle n'aurait même pas le contrôle sur elle-même ni sur son mari. J'ai regardé tandis que la mère et le père humaient l'air et perdirent le contrôle d'eux-mêmes. J'ai attrapé le premier objet que j'ai pu, une vieille lampe, et l'ai frappée contre la mère, mais elle était trop rapide, trop forte. Elle a esquivé, ses mouvements fluides, surnaturels, comme si elle pouvait lire mes pensées avant même que j'agisse. J'ai fui. Je n'y ai même pas réfléchi. J'ai juste couru vers la porte d'entrée. Je me suis tourné à gauche pour atteindre les ascenseurs, mais j'ai trouvé la petite fille sur le corps décapité de Yasu, sa bouche plongée dans son cou ouvert. Je pouvais entendre les autres en bas, la soif de sang dans leur voix grandissant. J'ai bloqué la porte avec tout ce que je pouvais trouver et j'ai prié. Enfin, les premiers rayons de soleil ont commencé à poindre à l'horizon. J'ai écouté les gens en bas crier alors que la lumière du soleil dansait à travers les fenêtres qui les touchaient. Mais je savais qu'ils n'étaient pas tous partis. Pas encore. Et ma seule issue était de descendre, à travers l'immeuble. Avec rien d'autre qu'un katana émoussé, je me suis glissé à l'intérieur. Je suis passé par la porte du toit, avançant discrètement dans l'escalier. Il y avait 10 étages, avec seulement quelques-uns de ces derniers encore illuminés. Il me fallait donc descendre 10 étages, la plupart étant dans l'obscurité la plus totale.
À mesure que je descendais, je réalisais que la plupart des occupants avaient eu la même idée de se porter vers l'escalier. Sauf que, aucun d'eux ne semblait y être parvenu. Les escaliers et tous les paliers tenaient un spectacle horrible, macabre. Des corps déchiquetés, des organes, des os, du sang. C'était un véritable abattoir. J'étais à mi-parcours de l'escalier lorsque j'ai entendu quelque chose en dessous. Un bruit bas, humide, comme si de la peau frappait un béton imbibé de sang. Je me suis figé, désespérément agrippant le katana dans ma main, le cœur battant. Je me suis approché du palier suivant, veillant à ne pas glisser ni à faire de bruit. J'ai atteint le palier de l'étage où nous avions travaillé quelques heures plus tôt, et me suis arrêté net. Le sol était un véritable massacre. Le sang éclaboussait les murs, et des morceaux de corps, déchiquetés au-delà de toute reconnaissance, étaient éparpillés ici et là. Mais c'était le corps au milieu de tout cela qui me soulevait l'estomac. C'était Genko, ou ce qu'il en restait. Son corps était complètement ouvert, des organes déversés sur le palier, des os tirés des muscles et des tendons. Son visage, ce qu'il en restait, était figé dans un cri torturé et agonisant. La vue de lui, quelqu'un avec qui je travaillais depuis des mois, faisait remonter la bile à ma gorge. Je devais marcher au-dessus de lui pour continuer. Il n'y avait pas d'autre choix. Je marchais précautionneusement au-dessus de son corps, faisant attention à ne rien déranger. Mais juste au moment où mon pied a touché l'autre côté du palier, je l'ai entendu. Un grognement sourd et guttural venant de derrière moi. Je me suis retourné juste à temps pour voir la main de Genko se contracter. Ses yeux, autrefois vitreux et morts, se sont ouverts, brillant d'une lumière rouge malsaine. Le sang a commencé à s'accumuler autour de lui, bouillonnant comme si quelque chose à l'intérieur de lui essayait de s'échapper. Avant que je puisse réagir, le corps de Genko a tremblé violemment. Ses membres se sont remis en place dans un craquement nauséabond, et sa bouche s'est ouverte en s'étirant, dévoilant des dents allongées et acérées. Le sang ruisselait de son visage en morceaux, alors qu'il poussait un cri féroce, ses bras tendus vers moi. Il n'était plus humain. Je reculai précipitamment, trébuchant sur les escaliers, alors que la forme tordue de Genko se jetait vers moi. Il se déplaçait de manière non naturelle, comme une marionnette avec des cordes cassées, traînant ce qui restait de son corps à travers le palier, ses mains griffant l'air. Je tombais dans les escaliers, le katana glissant de ma prise alors que je tombais au sol. Ma vue se troubla une seconde, mais le cri de Genko me ramena à la réalité. J'ai récupéré le katana et j'ai continué à avancer. Il continuait à venir, son corps rampant, tombant et dégoulinant d'un sang noir. Ses membres étaient brisés, ses muscles étaient des pulpes, mais cela ne l'arrêtait pas. Peu importe à quel point son corps était brisé, il y avait quelque chose dans son sang maintenant qui le maintenait en mouvement, l'affamait, mais ce n'était pas que lui. L'ensemble de l'escalier semblait se réveiller. Je me suis battu pour me relever, forçant mes jambes à bouger, forçant mon corps à continuer. J'étais presque au bas des escaliers, juste quelques marches de plus. J'ai atteint le hall principal, me précipitant à travers la porte et la claquant derrière moi. La porte ne tiendrait pas longtemps, mais elle m'avait acheté une seconde. Je cherchais un moyen de sortir. C'est alors que je l'ai vue, se tenant entre moi et les portes d'entrée, regardant aussi innocemment que lorsqu'elle avait lancé son attaque, se tenait Izumi, la petite fille. Sa peau avait guéri, bien que ses vêtements soient sanglants et déchirés. Elle sourit. Je ne me suis pas arrêté. Je n'ai pas réfléchi. J'ai couru droit vers elle, tenant fermement le katana. Elle ne bougeait pas, ne réagissait pas. Alors que je fonçais vers elle, je lui ai enfoncé la lame émoussée dans la poitrine, utilisant l'élan pour nous propulser tous deux en avant. La lame ne fit rien. Elle ne fut même pas affectée. Mais alors que nous traversions les portes d'entrée, la lumière du soleil frappait son visage, et elle a crié. Je l'ai poussée sur le côté juste au moment où sa peau s'enflammait, des flammes rampant sur son petit corps, la réduisant en cendres en quelques secondes. Derrière moi, les locataires éclatèrent dans l'escalier, hurlant et sifflant alors qu'ils me poursuivaient. La lumière du soleil les touchait, et ils s'éteignaient en un nuage de cendres. J'ai continué à courir. Je ne me suis pas retourné. Je ne sais pas combien de temps j'ai couru, ni combien de distance. Ce n'est qu'une fois que mes jambes se sont effondrées, que j'ai réalisé que j'étais au beau milieu de la campagne, entouré par des champs ouverts. Je me suis effondré, la poitrine se soulevant, les mains tremblantes, couverts de sang et de cendres. Mais j'étais en vie. Je ne suis jamais retourné, ni au travail, ni dans l'immeuble, ni même dans cette partie de la ville. Je travaille maintenant dans un centre d'appel. Je le déteste. Mais maintenant, quand j'ai un client bizarre, je raccroche.